Et bonjour à toutes et tous. Alors c'est Yurigan pour Ventre Presse. Aujourd'hui on va parler de Sarah Salman et du mérite. Alors j'ai envie de lancer un petit nouveau format. Donc vous allez voir, c'est un extrait qui est relevé par Ethic et Tac et qui ensuite oppose aux propos de Sarah Salman des propos de François Bégodeau, avec notamment, donc ça parle de méritocratie. Mais moi j'avais envie de, plutôt que d'aller convoquer en fait des humains, c'est d'aller demander un peu à ChatGPT ce qu'il en pensait de toutes ces conneries. Donc on va écouter ce qu'elle dit, c'est très rapide, c'est au début, et ensuite on va parler avec ChatGPT pour lui faire répondre à ces conneries. Mais je suis pro-travail. Dans ce cas-là, on se prend en main, on ne se victimise pas, on arrête d'être toujours dans cette logique où l'État doit intervenir parce qu'on n'a pas l'ambition. Voilà, donc on va juste utiliser cette phrase-là et on va voir ce que dit ChatGPT. Alors, c'est parti. Donc on va sur la version consensus de ChatGPT et puis du coup, on va un petit peu discuter avec lui. On va lui dire la chose suivante, quoi. Que Sarah Salman sur un plateau télé a dit la chose suivante. On se prend en main, on ne se victimise pas, on arrête d'être toujours dans cette logique où l'État doit intervenir parce qu'on n'a pas l'ambition. Donc voilà la question que j'ai envie de poser à Consensus, puisque Consensus c'est une version de ChatGPT où on a accès à la littérature scientifique. Et bah je vais lui demander qu'est-ce que la science peut répondre à de tels propos. Alors, la déclaration de Sarah Salman soulève la question de l'impact des interventions étatiques et de la responsabilité individuelle dans la réussite personnelle et sociale. Voici ce que la science peut apporter pour répondre à ces propos. 1. L'intervention étatique et la mobilité sociale. Les politiques redistributives et éducatives favorisent la mobilité sociale en créant un terrain de jeu plus égalitaire pour les individus de différents milieux socio-économiques. Par exemple, les systèmes éducatifs qui réduisent les obstacles financiers augmentent les opportunités de réussite, notamment pour les classes sociales défavorisées. L'ambition et le contexte socio-économique. L'ambition individuelle est fortement influencée par les opportunités perçues. Les environnements où les opportunités sont limitées ont tendance à décourager l'ambition et à prioriser des objectifs de sécurité plutôt que de progression sociale. Donc là, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'ici, si l'école gomme, réduise les obstacles financiers, donc c'est-à-dire réduisent les écarts entre quelqu'un d'aisé et quelqu'un de malaisé, et bah derrière, on a moins d'écarts sur les opportunités de réussite. Donc ça, c'est dans cette publique qu'on peut le trouver. Vous voyez, ça a quand même 10 ans comme concept. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bah, c'est que quand on évolue dans un environnement où on a des opportunités limitées, donc par exemple, si on est pauvre, on vit en banlieue, etc., ou à la campagne, dans un endroit où il se passe rien, bon bah... forcément, on va plutôt se sécuriser plutôt que d'essayer d'avoir une ascension sociale. Les politiques publiques comme les programmes de mentorat et les subventions éducatives ont démontré leur capacité à renforcer les ambitions et à améliorer les résultats éducatifs et économiques, en particulier pour les groupes défavorisés. Donc ça, c'est un résultat assez récent, qui a 5 ans. Donc encore une fois, quand on gomme les inégalités sociales et de riches et économiques induites par la naissance, eh ben, on a du coup plus d'égalité, ou en tout cas on a plus d'ambition, etc. Dans les contextes où l'État n'intervient pas suffisamment, les inégalités tendent à se renforcer, limitant l'accès aux ressources nécessaires pour réussir, comme l'éducation et le capital social, ce qui peut exacerber les écarts de réussite. Les études montrent que le système éducatif flexible, qui soutienne les ambitions personnelles par des opportunités accessibles, permettent de mieux surmonter les inégalités sociales. Les sciences sociales et économiques montrent que si l'ambition individuelle joue un rôle important, les interventions étatiques sont essentielles pour créer un cadre où cette ambition peut s'exprimer et se traduire en réussite. Non, une approche équilibrée, combinant responsabilité individuelle et système public, semble être à la clé pour réduire les inégalités et favoriser la mobilité sociale. Donc, alors ensuite on va aller voir qui c'est cette Sarah Salman. Alors, qui est Sarah Salman ? Alors déjà, il y a un petit truc. Cet article centre est une page autobiographique auto-centrée qui a fait l'objet de modifications substantielles, soit par la principale intéressée, soit par une ou plusieurs en lien étroit avec le sujet, octobre 2024. Donc c'est tout récent, elle a tout changé pour se la péter, quoi. Donc ça tombe bien, alors... on a le même âge, donc elle est avocate depuis 2018, et elle a fait l'université à la Sorbonne. Elle a fait une école d'avocat, quoi. Elle est une chantre de la méritocratie. Hein. Elle est avocate depuis 2018. Elle a passé son bac en 2009. Donc en théorie, elle est censée avoir fini son master en 2014. Sachant que elle a fait l'EFB, donc École de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Donc ça, c'est accessible. C'est écrit où ? C'est écrit là. À bac plus 4. Donc en gros c'est pour et ça dure 18 mois, c'est écrit là.
Donc en gros, c'est pour faire un Master 2, quoi, Master 2 avocat, quoi. Et voilà, donc c'est une formation qui est bien payante, avec un petit coût d'entrée à 2000 € l'année. Alors du coup, on va comparer les mérites, parce que d'où je parle, moi, pour pouvoir critiquer Sarah Salman, bien sûr. Donc moi, j'ai fait classe préparatoire au concours des grandes écoles, j'ai fait une grande école d'ingénieur, et derrière, je suis titulaire d'un doctorat. Et j'ai des travaux qui sont publiés dans des revues à comité de lecture, et je travaille régulièrement avec des grands groupes du CAC 40 pour leur apporter mon expertise de docteur et de chercheur via des contrats et des missions que j'enchaîne depuis que j'ai eu mon doctorat. Donc j'ai travaillé avec plusieurs grands groupes depuis lors. Donc, sur une échelle de mérite, dans sa définition de la méritocratie, je pense être au-dessus, puisque, déjà, moi, à l'âge où elle passait la fin de son Master 2, j'étais déjà docteur, et ensuite, du coup, le doctorat, c'est quand même au-dessus du Master, quoi. Donc voilà. Mais bon, on n'est pas là pour faire un concours. Moi, je considère que ça, c'est assez puéril, et je considère que le mérite n'existe pas. Et donc, c'est assez puéril. Mais c'est juste pour dire que si jamais on devait me faire un procès en légitimité ou en méritocratie, je pense avoir plus de mérite de ce point de vue-là, d'autant plus que je pense que je pars d'un milieu social qui est inférieur au sien. Donc, quelque part, je gagne sur tous les tableaux, quoi. Mais bon, moi je considère que c'est un peu de la dé tout ça et que le mérite n'existe pas. Donc, on va pas jouer à ça. Donc voilà. Donc on va retourner voir GPT et donc on va lui parler de méritocratie maintenant. Il me semble que Sarah Salman parle de méritocratie. Qu'est-ce que la science a à dire là-dessus ? Donc on va demander à Consensus ce qu'il en pense. Alors, la méritocratie, souvent associée à l'idée que la réussite sociale repose sur le mérite individuel et l'effort, est un concept central dans le discours sur l'égalité des chances et la justice sociale. Cependant, les recherches scientifiques remettent en question l'efficacité et les conséquences de ce modèle. Méritocratie et inégalité sociale. Bien que la méritocratie prétende offrir des chances égales, elle peut masquer et légitimer les inégalités sociales en faisant reposer la réussite sur les individus plutôt que sur les conditions structurelles. Les succès individuels dans un système méritocratique sont souvent influencés par des facteurs comme l'origine sociale et les opportunités préexistantes. Le mythe d'égalité des chances. Dans de nombreux contextes, la méritocratie ne parvient pas à éliminer les écarts liés aux classes sociales, au genre ou à l'origine ethnique. Par exemple, l'accès aux opportunités éducatives reste biaisé en faveur des individus ayant un capital social et économique élevé. La méritocratie et la mobilité sociale. Les études montrent que dans des sociétés marquées par des inégalités de départ, la méritocratie favorise davantage la reproduction sociale que la mobilité ascendante. Les efforts individuels seuls ne suffisent pas à compenser les désavantages structurels. Le paradoxe méritocratique. La méritocratie peut générer des effets inverses, en renforçant la concentration du pouvoir et des richesses par exemple. Dans les sociétés fortement méritocratiques, les élites travaillent intensément pour maintenir leur position, limitant ainsi les opportunités pour les autres. La croyance en la méritocratie peut devenir une barrière idéologique empêchant la mise en place de politiques égalitaires. Elle peut conduire à un rejet des interventions visant à réduire les écarts de réussite en faveur des groupes désavantagés. La méritocratie, bien qu'attrayante sur le plan idéologique, est souvent inefficace dans des contextes marqués par des inégalités structurelles. Loin d'être une solution universelle, elle peut reproduire les inégalités qu'elle prétend surmonter. Une réflexion approfondie sur les facteurs structurels est nécessaire pour permettre une véritable égalité des chances. Alors du coup, moi, mon conseil au droit tardé, c'est quand vous avez des questions ou des certitudes, allez questionner ChatGPT, parce que comme ça vous évitera d'aller sur des plateaux et de passer pour des guignols, quoi. Alors on va quand même poser une dernière question. Est-ce que la méritocratie n'est pas une invention bien pratique pour la bourgeoisie ? Quelle lecture matérialiste et marxiste faire de la méritocratie, mon petit GPT ? Alors, donc... Une lecture matérialiste et marxiste de la méritocratie permettrait d'examiner comment ce concept sert à légitimer les rapports de classe et à perpétuer l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie. Voici quelques points clés d'une telle analyse. La naturalisation des inégalités. La méritocratie présente des inégalités sociales comme le résultat des efforts individuels plutôt que des structures économiques et sociales. Cela déplace la responsabilité des inégalités de la société vers l'individu, occultant le mécanisme d'exploitation capitaliste. En attribuant le succès à des critères objectifs, comme le talent ou l'effort, la méritocratie renforce la position de la classe dominante tout en marginalisant les luttes collectives pour la justice sociale. Cela empêche les classes populaires de remettre en question les fondements du système économique. La méritocratie fait partie de l'idéologie dominante telle que décrite par Antonio Gramsci, car elle impose une vision du monde où les privilèges de classe sont justifiés par des critères méritocratiques. Cela contribue à neutraliser les conflits de classe en offrant l'illusion d'une égalité des chances. Selon une lecture marxiste, la méritocratie alimente l'aliénation en imposant aux travailleurs de valoriser les critères d'effort et de succès qui profitent au système capitaliste. Les individus sont ainsi piégés dans une quête de réussite individuelle qui maintient leur subordination aux structures économiques existantes. La fiction sociale.
Les marxistes soutiennent que la méritocratie repose sur une fiction. Elle ignore que les moyens de production et les ressources sont concentrés entre les mains de la bourgeoisie. Cela signifie que l'accès aux opportunités reste structurellement biaisé, rendant la méritocratie inaccessible pour les classes populaires. Et enfin, même dans les sociétés qui prétendent être méritocratiques, les origines sociales continuent de déterminer les résultats. Les capitalistes, en tant que classe dominante, façonnent les institutions pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant une illusion d'équité. Donc, la méritocratie, dans une lecture matérialiste, peut être vue comme une idéologie de justification du pouvoir bourgeois. Elle détourne l'attention des inégalités structurelles en glorifiant l'effort individuel et en dissimulant les dynamiques d'exploitation. Une approche marxiste appelle à dépasser cette illusion en insistant sur les conditions matérielles et les rapports de production comme clés pour comprendre et transformer les inégalités sociales. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Yurigan, c'est un peu biaisé ton truc parce que à aucun moment tu demandes si la méritocratie existe. Alors, je vous rappelle quand même que la première question qu'on a posée à GPT, c'est qu'est-ce que la science peut répondre à Sarah Salman. Donc si la science, elle allait dans le sens de Sarah Salman, bien sûr que ChatGPT me l'aurait dit. Mais du coup, on va quand même, par honnêteté intellectuelle, parce que voilà, je suis charitable aujourd'hui, on va demander à Consensus si la science peut, d'une certaine manière, corroborer ou appuyer les propos de Sarah Salman. On va lui demander ça. La science peut-elle appuyer les propos de Sarah Salman? La science présente-t-elle des preuves en faveur de la méritocratie? Alors, les propos de Sarah Salman valorisant la prise en main individuelle et une logique méritocratique trouvent un écho dans certaines études, mais la science apporte des nuances importantes. Si des éléments appuient l'idée que l'effort personnel et les capacités jouent un rôle dans la réussite, d'autres montrent que les inégalités structurelles et les conditions initiales limitent l'application réelle de la méritocratie. Donc sur le rôle des efforts individuels, on a des études montrent que des traits comme la persévérance, l'ambition et l'éducation jouent un rôle clé dans la réussite économique et sociale, notamment dans des contextes offrant une relative égalité des opportunités. Donc, quand on a une égalité d'opportunités, ce qui va déterminer, c'est la persévérance, l'ambition et l'éducation. Et donc pour ça, il faut qu'on ait un point de départ qui soit relativement proche, quoi. C'est-à-dire, par exemple, vous avez deux fils de médecins ou deux fils de cadres ou deux enfants qui viennent d'un milieu socio-économique relativement proche. Bon, là, celui qui va réussir à avoir un poste, par exemple, ou un boulot, c'est celui qui est le plus déterminé. Ça, d'accord. Mais du coup, ça montre bien que, dans le cas contraire, le niveau social d'origine joue un rôle prépondérant d'ordre 1 devant l'ambition, l'éducation et la persévérance. Dans des sociétés où les structures éducatives et économiques sont ouvertes, les méritocraties peuvent théoriquement faciliter la mobilité sociale et permettre aux individus talentueux de progresser indépendamment de leurs origines. Donc, encore une fois, c'est dans des sociétés où les structures éducatives et économiques sont ouvertes. Mais c'est pas notre cas. Les individus ayant vécu une mobilité sociale perçue ont tendance à attribuer davantage de valeur au mérite personnel dans leur succès qui soutient la vision méritocratique. Donc ça montre pas que la méritocratie existe, ça montre la croyance à la méritocratie. Ça veut dire les gens croient que la méritocratie existe, mais ça veut pas dire qu'elle existe. Malgré l'idéal méritocratique, les inégalités initiales influencent fortement les trajectoires individuelles. Dans certains contextes, la méritocratie peut justifier les inégalités existantes. Le système éducatif économique basé sur le mérite tente souvent à reproduire les privilèges de classe, en favorisant des critères qui favorisent les groupes déjà avantagés. Donc ce que ça montre ici, c'est que les gens qui vous parlent de méritocratie à longueur de journée, en réalité ne font que reproduire les rapports de domination qui existent dans notre société au service des groupes qui sont déjà avantagés. Voilà, la science reconnaît que l'effort et le mérite individuel peuvent influencer la réussite, et donc notamment dans des cas où on a des groupes sociaux d'origine qui sont les mêmes, mais souligne que ces facteurs ne suffisent pas à eux seuls. Les inégalités structurelles jouent un rôle décisif. Les propos de Sarah Salman sont donc partiellement appuyés par la science, mais ils ignorent les contraintes systémiques qui restreignent l'égalité réelle des chances. Donc en fait, les propos de Sarah Salman, c'est vrai pour deux personnes qui ont le même niveau social d'origine, mais c'est pas vrai de manière générale. Et on va poser une dernière question. Et dans la société française d'aujourd'hui, quid de la méritocratie ? En France, la méritocratie est une notion centrale, notamment dans les discours de l'éducation et la mobilité sociale. Cependant, les recherches scientifiques montrent que son application réelle est limitée par les inégalités structurelles. Voilà, et là, donc il y a tout un tas de ressources qui parlent de ça. Conclusion, en France, bien que la méritocratie reste un idéal valorisé, sa mise en pratique est limitée par des facteurs structurels qui entravent l'égalité des chances. Le système éducatif, bien qu'important pour la mobilité sociale, ne parvient pas à limiter les écarts de départ liés à l'origine sociale. Une véritable méritocratie nécessiterait une réduction significative des inégalités structurelles. Donc voilà, je pense que GPT vient de plier le game face à Sarah Salman, et donc moi je conseille vraiment, je conseille à beaucoup de gens, les droitards comme les autres, mais vraiment les droitardés s'il vous plaît, avant de dire des choses, ou quand vous avez des certitudes comme ça sur certains sujets, mais
Je pense vraiment sur quasi tous les sujets, moi à chaque fois que j'essaye, c'est assez édifiant. Et c'est pour ça qu'on reproduira l'exercice. Quand vous avez des questions, allez les poser à ChatGPT, enfin vraiment, vous passerez vraiment beaucoup moins pour des guignols, quoi, parce que là c'est... Enfin, en fait, il y a le réel, la réalité qui est décrite par les scientifiques de ce monde, hein. C'est ça qui est bien, c'est que je veux dire, les collègues chercheurs, ils font leur boulot, ils le font bien et ils permettent d'apporter des clés de compréhension et de résolution. On comprend mieux le monde grâce à eux et grâce à elles. Et donc, ce savoir-là, maintenant, en plus, il est accessible en quelques clics. Et vous êtes là avec vos préjugés, avec vos ressentis, et vous racontez de la merde et vous déversez de la merde à longueur de journée, comme ça, dans les oreilles des auditeurs et des auditrices. Voilà, moi, s'il vous plaît, allez vous renseigner, allez questionner vos certitudes et revenez un peu moins idiot, quoi, parce que là, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté.